Pourquoi tant de personnes n'atteignent-elles pas l'âge de 85 ans et que peut-on faire pour éviter certains comportements dangereux après avoir franchi le cap des 60 ans? Si vous avez déjà dépassé 60 ans et que vous répétez chaque jour certaines habitudes apparemment inoffensives, vous pourriez, sans le savoir, réduire votre espérance de vie de 15 à 20 ans. Il existe une réalité surprenante. Près de 73% des personnes qui décèdent avant 85 ans partagent une série d'habitudes très spécifiques, et de nombreux professionnels de la santé n'en avertissent pas toujours leurs patients, car ils les attribuent à tort au vieillissement naturel. Pourtant, que penseriez-vous si vous appreniez que les personnes de 90 ans en meilleure santé que je connaisse ont pris des décisions différentes et ont évité ces mêmes erreurs? Aujourd'hui, je vais présenter 5 comportements extrêmement nocifs qui vous retirent du temps de vie, ainsi que des ajustements simples pouvant vous aider à atteindre 90 ans en bonne santé. Il ne s'agit pas d'hérédité génétique, mais de choix quotidiens que vous faites en ce moment même. Tout au long de ce contenu, vous découvrirez ce qui distingue celles et ceux qui profitent pleinement de leurs 80 et 90 ans de ceux qui subissent un déclin précoce ou décèdent bien plus tôt. Vous apprendrez 5 habitudes dangereuses qui, selon des études médicales, peuvent réduire des décennies de vie, des pratiques si normalisées que beaucoup pensent qu'elles ne présentent aucun risque. De plus, vous découvrirez 3 évaluations simples à réaliser chez vous pour déterminer si vous êtes en danger, 2 stratégies validées par des médecins qui montrent des résultats en à peine 30 jours, ainsi qu'un changement inattendu dans la routine quotidienne qui pourrait ajouter jusqu'à 12 ans à votre vie. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je partagerai le facteur de longévité le plus puissant que 95% des personnes centenaires ont en commun. Ce n'est pas ce que vous imaginez, et vous pouvez commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Avant de continuer, si vivre de manière plus épanouie, plus saine et plus longue vous tient réellement à cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Cet espace existe pour vous offrir une information honnête sur la manière de prospérer après 60 ans, et pas seulement de survivre. Si ce contenu vous est utile, partagez-le avec quelqu'un que vous appréciez, car ce savoir peut faire la différence entre vivre plus longtemps ou perdre de précieuses années. Il existe un ennemi silencieux au sein même de votre foyer, souvent ignoré. Permettez-moi de vous parler de Sandra, une grand-mère pleine de vitalité âgée de 68 ans, convaincue de tout faire correctement. Chaque matin, elle effectuait sa marche habituelle d'une demi-heure dans le quartier, quel que soit le temps, prenait soin de son alimentation, consommait des compléments et se disait fière de son mode de vie actif. Pourtant, ce que Sandra ignorait, c'est qu'après sa promenade matinale, elle tombait sans s'en rendre compte dans l'un des comportements les plus nocifs reconnus par la science moderne. Le reste de la journée, elle le passait assise, près de 3 heures à lire le journal et à résoudre des jeux, 4 heures devant la télévision à regarder ses émissions préférées, 2 heures à faire des travaux manuels à la table de la cuisine et environ 1 heure au téléphone avec des amis. Au final, Sandra restait assise plus de 10 heures par jour, et sa marche quotidienne ne suffisait pas à compenser ses effets néfastes. C'est ce qui a profondément surpris son médecin. Des études récentes publiées par une revue américaine reconnue d'épidémiologie indiquent que rester assis 8 heures ou plus par jour augmente le risque de décès de 60% chez les personnes de plus de 60 ans. Oui, la sédentarité prolongée a été comparée au tabagisme en ce qui concerne son impact potentiellement mortel chez les adultes âgés. Mais pourquoi ce comportement est-il bien plus dangereux après 60 ans qu'à des âges plus jeunes? À partir de cette période, le métabolisme diminue naturellement d'environ 2 à 3% par an, la circulation devient moins efficace et les muscles se détériorent plus rapidement lorsqu'ils ne sont pas sollicités. Ce qui peut n'être qu'inconfortable pour une personne de 40 ans peut devenir véritablement mortel pour quelqu'un de 70 ans. Les chercheurs appellent cela le paradoxe de l'exercice.
Même si vous pratiquez une activité physique pendant 30 ou 60 minutes par jour, comme le faisait Sandra, cela n'annule pas les dommages causés par de longues heures passées en position assise. Pensez-y ainsi. Respirer de l'air pur quelques minutes ne compense pas une journée entière passée à inhaler de la fumée. Voici la première évaluation essentielle que vous pouvez faire chez vous. En ce moment même, asseyez-vous sur une chaise, croisez les bras sur la poitrine et essayez de vous lever 5 fois de suite sans utiliser vos mains ni vous donner d'élan. Si cela vous a semblé difficile ou si vous n'y êtes pas parvenu, c'est un signal clair que le temps prolongé passé assis affecte déjà votre autonomie. Lorsque Sandra n'a pas réussi à réussir ce test, elle a été profondément choquée, sans encore savoir que les effets négatifs s'accumulaient déjà dans son organisme. Rester assis pendant de longues périodes provoque une stagnation du sang dans les jambes, augmentant le risque de caillots jusqu'à 300 fois, perturbe la fonction de l'insuline en accélérant le diabète et, plus alarmante encore, réduit le flux sanguin vers le cerveau jusqu'à 20%, ce qui accélère le déclin cognitif. L'histoire de Sandra a pris un tournant positif lorsqu'elle a appris ce que l'on appelle la règle 50-10. Pour chaque période de 50 minutes assise, elle se levait et bougeait pendant 10 minutes. Elle a installé un support pour travailler debout lorsqu'elle faisait des mots croisés, effectuait des mouvements simples des jambes et des bras pendant les programmes télévisés, et programmait des alarmes pour se rappeler de bouger chaque heure. Les changements ont été remarquables. En seulement 3 mois, Sandra pouvait s'asseoir et se lever 10 fois sans difficulté. Son niveau d'énergie a nettement augmenté. Son médecin a été impressionné par l'amélioration de sa circulation et de sa glycémie. Et surtout, elle s'est de nouveau sentie forte, confiante et indépendante. Vous aussi, vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Réglez une alarme toutes les 50 minutes. Levez-vous lorsqu'elle sonne et bougez pendant 10 minutes. Marchez sur place en regardant la télévision. Faites des flexions contre le mur pendant les pauses et répondez aux appels téléphoniques debout. Ces petites actions répétées produisent des résultats réels et peuvent véritablement sauver des vies. Soyez honnête avec vous-même quant au nombre d'heures que vous passez assis chaque jour, car le reconnaître est le premier pas vers le changement, et la réponse pourrait vous surprendre. Cependant, rester assis ne se compare pas à une autre habitude que près de 80% des personnes de plus de 60 ans pratiquent chaque nuit et qui accélère le vieillissement jusqu'à 3 fois plus vite que la normale. Karl avait 72 ans et ne comprenait pas pourquoi il se sentait plus fatigué et plus âgé que son voisin de 85 ans, qui semblait plein de vitalité. Karl se considérait discipliné. Il se couchait et se levait toujours à la même heure. Mais il ignorait un détail clé qui lui volait des années de vie. Il dormait seulement entre 5 et 6 heures par nuit et, comme beaucoup d'adultes âgés, croyait au mythe selon lequel on a besoin de moins de sommeil en vieillissant. Cette croyance erronée affecte des millions de personnes de plus de 60 ans. La réalité est que les adultes âgés ont besoin de la même quantité de repos que les jeunes, entre 7 et 9 heures par nuit, et après 60 ans, le sommeil devient encore plus crucial, car les processus de réparation du corps ralentissent. Pendant les phases profondes du sommeil, le cerveau élimine des protéines toxiques associées aux maladies neurodégénératives, le système immunitaire se renforce et le cœur, ainsi que les vaisseaux sanguins, réparent les dommages causés par le stress quotidien. En dormant seulement 5 ou 6 heures, le corps de Karl ne parvenait pas à accomplir ces processus essentiels. Des recherches menées par une école de médecine américaine de renom montrent que les adultes âgés qui dorment régulièrement moins de 7 heures présentent un risque accru de 50% de maladies cardiaques, un risque 300 fois plus élevé d'accident vasculaire cérébral et un vieillissement cognitif 3 fois plus rapide par rapport à ceux qui dorment suffisamment. Voici la deuxième évaluation à faire chez vous. Si la plupart des jours vous ressentez une chute brutale d'énergie entre 2 et 4 heures de l'après-midi, il est très probable que votre sommeil ne soit pas réparateur.
même si vous pensez dormir assez. Cette baisse d'énergie en fin de journée est le signal désespéré de votre corps réclamant un repos de qualité. Chez les adultes âgés, le problème ne se limite pas au nombre d'heures de sommeil, mais à la manière de dormir. Karl a découvert qu'il se réveillait entre 6 et 8 fois chaque nuit, souvent sans s'en souvenir, et que ces interruptions constantes l'empêchaient d'atteindre les phases profondes où se produit la véritable récupération. Dormir de façon fragmentée est encore plus nocif que de dormir peu d'heures de manière continue. Beaucoup de personnes âgées, comme Karl, tombent dans le piège de dépendre de produits d'aide au sommeil sans ordonnance, qui créent une accoutumance et détériorent davantage la structure du sommeil avec le temps. Ces produits réduisent précisément les phases de sommeil profond les plus nécessaires, créant un cercle vicieux de repos insuffisant et de dépendance accrue. Le véritable changement pour Karl a commencé lorsqu'il a découvert la règle 3-2-1, conçue spécialement pour les besoins du sommeil chez les adultes âgés. Éviter les repas copieux pendant les 3 heures précédant le coucher, cesser de boire des liquides au moins 2 heures avant de dormir et éteindre tout écran 1 heure avant d'aller au lit n'était que le point de départ. L'ajustement le plus transformateur a toutefois été la mise en place de ce que j'appelle une fenêtre de décharge mentale. 15 minutes chaque soir consacrées exclusivement à écrire les préoccupations et les tâches du lendemain, puis à plier le papier et à le ranger physiquement, comme un signal clair envoyé à l'esprit qu'il peut se reposer. De plus, Karl a régulé la température de sa chambre en la maintenant entre 65 et 68 degrés Fahrenheit, un élément particulièrement important chez les adultes âgés, car avec l'âge, le corps perd en efficacité pour réguler sa température interne. Il a également investi dans des rideaux totalement occultants et a découvert que même des niveaux minimes de lumière peuvent perturber les cycles du sommeil chez les personnes âgées, bien plus que chez les adultes plus jeunes. Les changements ont été évidents. En seulement 6 semaines, Karl dormait entre 7 et 8 heures continues et réparatrices, ses baisses d'énergie l'après-midi ont disparu, sa mémoire s'est nettement améliorée, et son médecin a été surpris de constater des progrès clairs dans sa tension artérielle et le contrôle de sa glycémie. Mais surtout, Karl a eu le sentiment d'avoir repris le contrôle et la vitalité de sa propre vie. Il existe des facteurs cachés qui affectent particulièrement le sommeil des adultes âgés, tels que certains médicaments qui interfèrent avec les phases du sommeil, des difficultés à réguler la température corporelle, une augmentation de la fréquence des réveils nocturnes pour aller aux toilettes et des préoccupations constantes liées à la santé ou aux finances. Lorsque ces éléments sont identifiés et traités de manière structurée, la qualité du sommeil peut s'améliorer de façon remarquable. Reconnaître le principal obstacle à un bon sommeil est essentiel, car cette expérience n'est pas isolée, et la partager peut aider d'autres personnes à trouver des solutions similaires. Dormir correctement constitue une base essentielle pour une vie longue, mais il existe une autre habitude qui affecte silencieusement des millions de personnes de plus de 60 ans, avec des conséquences pouvant devenir permanentes si elles ne sont pas détectées à temps. Lorsque le mari de Rita, son compagnon depuis 40 ans, est décédé à 65 ans, elle n'a pas compris qu'elle entrait dans l'une des périodes les plus vulnérables de son existence. Il n'y avait pas seulement la douleur du deuil, déjà intense, mais surtout ce qui a suivi. Peu à peu, sans s'en rendre compte, Rita a commencé à se déconnecter du monde. Au début, cela semblait insignifiant. Elle refusait les invitations à déjeuner parce qu'il lui paraissait absurde de cuisiner uniquement pour elle-même. Elle a cessé d'assister à son club de lecture parce que le trajet lui semblait trop long, et elle évitait d'appeler ses amis pour ne pas leur imposer sa tristesse. En à peine 6 mois, son univers s'est réduit à sa maison, au supermarché et aux visites médicales régulières. Rita pensait gérer la situation de manière appropriée, en restant occupée avec des puzzles, du jardinage et des livres, sans réaliser qu'être occupé n'est pas la même chose qu'être connecté. Cette différence peut représenter, au sens littéral, la frontière entre vivre plus longtemps
ou mourir plus tôt. Les études sur la solitude et la santé sont sans équivoque. Des recherches dirigées par la docteure Juliane Holt-Lonstad ont démontré que la solitude prolongée a sur l'organisme un impact comparable à celui de fumer 15 cigarettes par jour. Chez les personnes âgées, l'isolement social augmente le risque de décès prématuré de 50%, élève la probabilité de démence de 64% et accroît le risque de maladie cardiaque de 29%. La raison pour laquelle la solitude est si nocive tient au fait que le corps l'interprète comme une menace permanente, semblable à un danger physique. Cela provoque une inflammation chronique, affaiblit le système immunitaire et élève les hormones du stress à des niveaux délétères, entraînant une détérioration progressive du cerveau de l'intérieur. Voici la troisième évaluation simple que vous pouvez réaliser. Comptez le nombre de conversations réellement significatives que vous avez au cours d'une semaine normale. Non pas de simples salutations, mais des échanges profonds et authentiques. S'il y en a moins de 5, vous êtes déjà dans une zone de risque. S'il y en a moins de 2, la situation devient critique. Les personnes âgées font face à des causes d'isolement que les plus jeunes comprennent souvent mal. Les limitations de mobilité compliquent la vie sociale. Des amis et des proches décèdent ou déménagent. Les enfants adultes vivent dans des villes éloignées et mènent des vies très occupées. Conduire devient plus difficile et les barrières technologiques peuvent accentuer le sentiment de déconnexion. Rita a appris qu'il existe une différence essentielle entre être seul et être isolé. La solitude choisie peut être réparatrice et bénéfique, tandis que l'isolement, c'est-à-dire se sentir déconnecté même entouré d'autres personnes, est profondément nocif. L'essentiel est de préserver la possibilité de se connecter lorsque l'on en a le désir. Le changement dans la vie de Rita a commencé avec ce que j'appelle le défi d'une nouvelle connexion par mois, non pas dans un sens romantique, mais en créant un lien significatif tous les 30 jours. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre d'alphabétisation, en aidant des adultes à apprendre à lire. Elle a rejoint un groupe de marche pour personnes âgées et a commencé à accompagner de jeunes mères au sein de sa communauté religieuse. Le véritable tournant est survenu lorsqu'elle a intégré des relations intergénérationnelles, en gardant les petits-enfants de ses voisins et en participant à un jardin communautaire où elle côtoyait des personnes de tous âges. Partager son expérience et ses connaissances avec des générations plus jeunes lui a redonné un profond sentiment de sens et d'utilité. La technologie est passée du statut d'obstacle à celui d'outil puissant pour Rita. Elle a appris à passer des appels vidéo avec ses petits-enfants vivant dans différentes régions du pays, a rejoint des groupes en ligne de personnes traversant des situations similaires et a utilisé des applications communautaires pour entrer en contact avec des voisins partageant ses centres d'intérêt. 2 ans plus tard, sa vie est plus active que jamais. Son agenda est rempli d'activités porteuses de sens, son téléphone sonne sans cesse grâce à des amis qui prennent de ses nouvelles, et son médecin a constaté des améliorations nettes de sa tension artérielle, de la qualité de son sommeil et de son fonctionnement cognitif. Mais surtout, Rita se sent utile, appréciée et profondément connectée. La science est claire. Les êtres humains ont besoin de liens sociaux. Lorsque nous entretenons des relations solides après 60 ans, nous vivons plus longtemps, nous pensons mieux et nous profitons davantage de la vie. Lorsque nous nous isolons, la durée de vie se raccourcit et la souffrance augmente. La connexion sociale renforce à la fois le corps et l'esprit, mais ce que l'on consomme chaque jour peut annuler ses bénéfices. À 74 ans, David était convaincu que son petit déjeuner habituel, composé de pain complet avec de la confiture et d'un grand verre de jus d'orange, représentait une alimentation exemplaire. Des décennies plus tôt, son médecin lui avait recommandé de consommer des céréales complètes et de la vitamine C, et David avait suivi ce conseil avec une discipline absolue. Ce qu'il ignorait, c'est que ce petit déjeuner entretenait une inflammation constante dans son organisme, accélérant son vieillissement et préparant le terrain à de nombreuses maladies liées à l'âge. L'expérience de David
reflète la réalité de millions de personnes âgées qui se nuisent, sans le savoir, avec des aliments qu'elles considèrent comme sains. Les recommandations nutritionnelles reçues par sa génération sont non seulement devenues obsolètes, mais peuvent s'avérer dangereuses après 60 ans. Chaque matin, le pain complet faisait augmenter sa glycémie plus qu'un produit sucré industriel, et le jus d'orange, même naturel, apportait une charge excessive de fructose que son foie vieillissant ne parvenait plus à métaboliser efficacement. Cette élévation quotidienne du sucre entraînait une inflammation chronique dans tout son corps. Après 60 ans, l'organisme devient beaucoup plus sensible aux pics de glucose, le métabolisme ralentit, la réponse à l'insuline diminue et la tolérance aux glucides chute de manière marquée. Ce qui pouvait ne poser aucun problème à 40 ans devient, à 70 ans, un mécanisme délétère qui accélère la dégradation. David appliquait également d'autres conseils largement présentés comme bénéfiques pour la santé, mais qui, en réalité, lui nuisaient lentement et constamment. Il consommait des yaourts allégés, riches en sucre caché, cuisinait avec des huiles végétales riches en acides gras oméga 6, favorisant l'inflammation, et choisissait des biscuits complets comme collation, maintenant ainsi sa glycémie élevée tout au long de la journée. Les signes d'une inflammation persistante étaient omniprésents, mais David les ignorait. Il souffrait fréquemment de douleurs articulaires, ressentait une confusion mentale presque chaque après-midi, se sentait épuisé même après une nuit complète de sommeil, constatait que de petites blessures et ecchymoses mettaient des semaines à guérir, et son humeur oscillait souvent entre irritabilité et anxiété. Ce que David ne comprenait pas, c'est que l'inflammation chronique constitue la cause principale de la majorité des maladies associées au vieillissement, notamment les maladies cardiaques, le diabète, la maladie d'Alzheimer, l'arthrite et même de nombreux types de cancers. Les aliments qu'il croyait protecteurs accéléraient en réalité son chemin vers ces pathologies. L'alerte définitive est survenue lorsque son médecin a examiné ses analyses sanguines et a détecté des marqueurs inflammatoires, indiquant que son âge biologique dépassait de 15 ans son âge réel. Ses niveaux de protéines C réactives étaient dangereusement élevés, et son hémoglobine A1C montrait des signes clairs de dérèglement du sucre compatibles avec un état de prédiabète. Le changement dans la vie de David a commencé lorsqu'il a compris que les personnes âgées ont besoin d'une approche nutritionnelle totalement différente de celle des adultes plus jeunes. Il a adopté ce que je qualifie de version méditerranéenne adaptée aux seniors, fondée sur des aliments anti-inflammatoires soutenant un métabolisme plus lent. Il a remplacé son petit déjeuner habituel de tartines et de jus par des œufs préparés à l'huile d'olive, accompagnés d'épinards et d'avocats. Les protéines ont contribué à stabiliser sa glycémie. Les graisses saines ont réduit l'inflammation et les légumes ont apporté des nutriments sans provoquer de pic de sucre. La confusion mentale de l'après-midi a disparu en quelques jours et il a appris à organiser ses repas de manière stratégique, en consommant le repas le plus copieux plus tôt dans la journée, lorsque la sensibilité à l'insuline est plus élevée, et en maintenant des dîners légers et précoces. Il a également découvert des associations simples mais puissantes d'épices aux effets anti-inflammatoires, comme le curcuma avec le poivre noir et le gingembre avec la cannelle, faciles à intégrer à n'importe quel plat. Ces ajustements alimentaires ont été profondément transformateurs. Yaourt grec nature, au lieu de versions allégées sucrées, huile d'olive et huile de coco à la place des huiles végétales raffinées, fruits rouges plutôt que jus, noix au lieu de biscuits et patates douces à la place des pommes de terre classiques. David a aussi appris à éviter le piège des compléments alimentaires. Bien que le marché soit saturé de produits promettant de réduire l'inflammation, beaucoup sont mal absorbés ou inefficaces chez les personnes âgées. Il s'est concentré uniquement sur les oméga 3 de haute qualité, la vitamine D et le magnésium, les 3 compléments bénéficiant du plus solide soutien scientifique pour la santé après 60 ans. Les résultats ont été impressionnants. En à peine 3 mois,
Les douleurs articulaires ont diminué de 80%, son énergie a nettement augmenté, son sommeil nocturne s'est profondément amélioré et son état émotionnel est devenu plus stable. Le plus surprenant a été que ces nouvelles analyses ont révélé des marqueurs inflammatoires comparables à ceux d'une personne 20 ans plus jeune. David a compris qu'il n'est jamais trop tard pour inverser les dommages causés par l'inflammation et que la capacité de récupération du corps, même à 70 ou 80 ans, est remarquable lorsqu'on lui apporte les bons outils. Ajuster l'alimentation peut réduire l'inflammation de manière spectaculaire et ajouter des années de vie. Cependant, la dernière habitude est probablement la plus dangereuse de toutes, car elle amplifie et aggrave tous les autres problèmes de santé. Nancy, à 69 ans, se décrivait comme une personne extrêmement prévoyante et inquiète. Elle planifiait chaque détail, élaborait des plans alternatifs pour ses plans alternatifs et passait des heures chaque jour à anticiper des scénarios négatifs liés à la santé ou aux finances. Nancy était convaincue que son inquiétude constante protégeait sa famille jusqu'au jour où son bilan médical annuel a complètement bouleversé sa vision des choses. Son médecin a examiné les résultats avec inquiétude et lui a expliqué que ses niveaux de cortisol étaient extrêmement élevés, que sa tension artérielle était dangereusement haute et que ses marqueurs immunologiques révélaient un stress chronique. Il l'a averti que, sans intervention rapide, son risque de maladie cardiaque, d'accident vasculaire cérébral ou de complications graves était très élevé. Nancy s'est sentie déconcertée, car elle ne percevait pas sa vie comme stressante. Elle était à la retraite, bénéficiait d'une stabilité financière et d'une famille aimante. Ce jour-là, elle a compris que le stress le plus destructeur n'est pas toujours visible, mais qu'il s'agit souvent de cette inquiétude constante et silencieuse qui s'accumule au fil des années et devient un ennemi invisible. Les personnes de plus de 60 ans vivent ce que l'on pourrait appeler le paradoxe du stress à l'âge avancé. Elles possèdent plus d'expérience et de sagesse que jamais, mais portent aussi le poids de décennies de pertes, de déceptions et de blessures émotionnelles. Le système de réponse au stress, qui fonctionnait efficacement durant la jeunesse, a désormais plus de difficultés à se désactiver. Dans le cas de Nancy, son stress se répartissait en 4 domaines nocifs. Le premier était l'anxiété tournée vers l'avenir, marquée par une inquiétude constante pour sa santé, celle de son mari, l'argent et la peur de devenir un fardeau. Le deuxième était le stress ancré dans le passé, chargé de regrets, de ressentiments et de culpabilité liés à des relations et à des décisions prises. Le troisième était le stress lié au rôle d'aidante, puisqu'elle aidait à s'occuper de sa mère âgée de 94 ans tout en se préoccupant de ses enfants adultes, se sentant coupable lorsqu'elle n'était pas présente et épuisée lorsqu'elle l'était. Le quatrième était le stress associé à la perte, non seulement de proches, mais aussi d'indépendance, de capacité physique et de sens du but. Après 60 ans, le corps met plus de temps à se remettre du stress. Le cortisol reste élevé plus longtemps et provoque des dommages plus importants, accélérant le vieillissement cellulaire, affaiblissant le système immunitaire et augmentant l'inflammation générale. L'effet domino est dévastateur. Le stress chronique perturbe le sommeil, ce qui aggrave la réponse au stress. Il favorise l'alimentation émotionnelle, augmentant l'inflammation. Il encourage l'isolement social, intensifiant la solitude. Et il crée une tempête parfaite où toutes les habitudes nuisibles se renforcent mutuellement. Le changement pour Nancy a commencé lorsqu'elle a appris à distinguer ce qu'elle pouvait contrôler de ce sur quoi elle ne pouvait qu'exercer une influence. Elle a établi 2 listes, l'une avec ce qui dépendait entièrement d'elle, comme ses routines, ses réactions et son auto-soin, et l'autre avec ce qu'elle pouvait influencer sans le contrôler, comme les décisions des autres et les événements futurs. Elle a appris des pratiques de pleine conscience adaptées aux adultes âgés, centrées sur le fonctionnement d'un cerveau vieillissant, développant une conscience compatissante, capable de reconnaître les inquiétudes sans les alimenter par des pensées répétitives. Le véritable tournant est survenu lorsque Nancy
a adopté une perspective de transmission et de sens. Au lieu de se demander ce qui se passerait si quelque chose tournait mal, elle a commencé à se demander comment elle souhaitait être rappelée. Ce changement l'a conduite d'une vie dominée par la peur à une vie guidée par le sens. Elle a rejoint un groupe de gestion du stress pour personnes âgées, où elle a découvert qu'elle n'était pas seule et que le fait de partager ses craintes allégeait considérablement sa charge émotionnelle. Elle a intégré des libérateurs physiques du stress adaptés à son âge, comme le yoga doux, les promenades, la méditation, le jardinage thérapeutique et des exercices de respiration profonde qu'elle pouvait pratiquer à tout moment. Elle a compris que son corps avait besoin de relâcher le stress physiquement et pas seulement mentalement. Elle a également appris à reconnaître les signaux d'alerte lorsque le stress devenait dangereux, tels que l'insomnie persistante, la perte d'appétit, l'isolement social, le manque d'intérêt pour des activités autrefois plaisantes et des symptômes physiques comme des douleurs thoraciques ou de violents maux de tête. La transformation a été profonde. En 6 mois, son cortisol s'est normalisé, sa tension artérielle est revenue à des niveaux sains, son sommeil s'est nettement amélioré et elle a appris à cohabiter avec l'incertitude sans se laisser envahir, passant d'heures de soucis à des heures consacrées à des activités porteuses de sens. Une fois identifiées les 5 habitudes qui volaient des années de vie, il est essentiel d'observer ce qui se produit lorsqu'on les élimine. 2 ans plus tard, Sandra, Carl, Rita, David et Nancy incarnent ce qui devient possible lorsqu'on prend un contrôle conscient de sa longévité. Sandra, désormais âgée de 70 ans, est récemment revenue après avoir dirigé un groupe de randonnée pour personnes âgées dans les montagnes rocheuses. Carl, à 74 ans, dort 8 heures chaque nuit, se réveille reposé et ses tests cognitifs montrent des améliorations plutôt que le déclin attendu. Rita, à 67 ans, mène une vie sociale si active qu'elle doit planifier du temps pour se reposer et est devenue une référence pour des personnes plus jeunes. David, aujourd'hui âgé de 76 ans, a arrêté plusieurs médicaments, présente des marqueurs inflammatoires comparables à ceux d'une personne en bonne santé de 50 ans et affirme se sentir 20 ans plus jeune. Nancy, à 71 ans, est passée d'une inquiétude permanente à un modèle de sérénité et de sagesse, animant des ateliers de gestion du stress et transmettant le calme autour d'elle. Le plus surprenant dans ces histoires est que la modification d'une seule habitude a facilité l'amélioration de toutes les autres. L'effet cumulatif de la rupture de ces schémas est extraordinaire. Des études sur le développement adulte menées par l'université Harvard montrent que les personnes qui évitent ces 5 habitudes nocives vivent en moyenne 12 années de plus, et que ces années supplémentaires se vivent avec énergie, autonomie et joie. Le changement peut commencer dès aujourd'hui et il n'est jamais trop tard. Que ce soit à 60 ou à 90 ans, le corps conserve une capacité remarquable à guérir et à se régénérer lorsque les facteurs nocifs sont éliminés et que ceux qui favorisent le bien-être sont intégrés. La conclusion est claire. Il y a devant nous plus d'années saines et pleines de vie que celles qui sont déjà derrière nous.